Euphoria saison 3 est là. Et avant de voir où les scénaristes ont emmené les personnages, j'avais envie de faire quelque chose de différent avec vous. On a créé des fiches psychologiques pour chacun des personnages et on s'est demandé, dans la vraie vie, 5 ans plus tard, ces personnes-là, elles deviennent quoi? Aujourd'hui, on continue avec le profil de Jules Vaughn. Jules, on l'a laissée à 17 ans, en train de se construire à travers le regard des autres. Elle alterne entre chercher à comprendre son désir et trouver de la valeur dans le regard des autres. Et le tout en ayant une identité très fragile. Alors à 22 ans, un profil comme ça devient quoi dans la vraie vie? Parce que ces difficultés ne disparaissent pas miraculeusement à l'âge adulte. Soit ça construit, soit ça fragilise. Bonjour, moi c'est Amiokam, je lis Euphoria à travers le prisme de la psychologie et on essaye de voir ce que ces personnages pourraient devenir dans la vraie vie. Attention, c'est juste un moyen de se servir de la fiction pour parler du réel et surtout ouvrir un dialogue sur la santé mentale. Ce qu'il faut retenir de Jules, c'est ça. Elle a grandi sans jamais avoir l'espace pour se construire de l'intérieur. Malheureusement, tout la met en hypervigilance. C'est-à-dire, elle scanne les réactions autour d'elle et surtout, elle s'ajuste et modifie qui elle est selon ce qu'on attend d'elle. Et dans les moments les plus violents, même, elle fait ce qu'on appelle de la dissociation. C'est-à-dire, elle se regarde vivre de l'extérieur, comme si elle n'était plus tout à fait là. Comme si son corps agissait sans elle. Elle ne le contrôlait plus vraiment. Et c'est un des rares moyens que son cerveau a utilisé pour la protéger. Cliniquement, il n'y a pas de diagnostic DMS qui se rapproche du profil de Jules. Mais ce qu'on observe chez elle, c'est un trauma complexe, autrement appelé CPTSD, mélangé à un attachement désorganisé. Elle alterne entre vouloir être intensément proche et rentrer dans une phase anxieuse et obsessionnelle au début de ses relations, et elle fuit physiquement ou mentalement lorsque cela devient sérieux et que cela demande un engagement. Elle est un peu perdue, parce que quand elle aime, elle idéalise et elle s'efface. Et surtout, elle devient ce que l'autre veut qu'elle soit. Et dans certaines situations, elle peut même ressentir plus de choses en étant désirée qu'en étant réellement aimée. Parce que le désir, c'est plus immédiat, plus lisible, et en tout cas plus contrôlable. Mais attention, c'était pas pareil que Cassie. Jules ne cherche pas à prouver sa valeur. Elle cherche à prouver qu'elle a le droit d'exister. Et cette nuance, elle change tout par rapport à son rapport au corps et à l'image qu'elle renvoie. Malheureusement, elle a appris très tôt que la désirabilité prévalait sur qui elle était. Et attention, je ne parle pas d'être aimée, je parle d'être objet de désir. Car pour elle, c'est devenu une façon de prouver qu'elle est légitime de vivre. Donc son corps n'est plus devenu quelque chose qu'on regarde ou qui lui sert à vivre. Non, ça devient littéralement un outil pour exister. Et toute sa construction est faite pour être vue et acceptée. Que ce soit sa féminité, son style d'habit, son maquillage, mais aussi sa personnalité, qui peut changer en fonction des personnes avec qui elle est. Car, quitte à être regardée et observée dans tous les cas, autant que ce soit pour son originalité. Et en plus, on rajoute à tout ça le fait que grandir en tant que femme trans rajoute aussi des difficultés. Parce qu'un monde qui hypersexualise et juge va forcément avoir des impacts sur une jeunesse en souffrance. Car oui, chaque regard devient à la fois une manière de se faire valider, mais aussi une menace. Malheureusement, sa capacité à ressentir, à espérer, à croire en la bonté est une vraie qualité, mais aussi un vrai défaut. Parce que toutes ses compétences, elle le met envers les autres, et jamais envers elle-même. Et de ce fait, elle ne met pas de limites, et elle laisse toujours des secondes chances, même à des gens qui lui ont prouvé qu'ils n'étaient pas bons pour elle. Alors si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez trouver la fiche psy sur mon compte. Et alors là, il y a 2 trajectoires. Et là, on va se concentrer sur la première, celle où elle arrive à se concentrer sur son identité propre et non plus sur la validation par le regard d'autrui. Et si elle avait vraiment décidé d'exister pour elle-même, ça donnerait quoi dans 5 ans? Bon, concrètement, ça donne enfin quelqu'un qui a appris à exister sans se soucier du regard des autres. Alors c'est pas parfait, mais c'est déjà un bon début. Ce n'est pas une révolution, c'est des petits glissements qui viennent petit à petit, mais qui sont une vraie source de bonheur pour elle. Et ce glissement, elle n'en est pas sortie toute seule. Elle a eu accès à continuer un suivi psychologique dans lequel elle a pu passer par une thérapie des traumas, comme la TCC trauma, ou alors une thérapie des schémas, pour comprendre d'où viennent ces mécanismes de validation externe et surtout savoir s'en défaire. Grâce à ces outils, elle a pu aussi apprendre à définir un petit peu mieux ses valeurs, quels étaient ses objectifs et surtout qui elle était à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on sait qui on est à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile de se faire respecter, de dire non, de savoir quand c'est qu'on dépasse une limite que nous-mêmes on n'aurait pas fixée. Et attention, elle reste quelqu'un d'intense, de romantique, d'excentrique, ça n'a pas changé.
Elle a juste appris à le canaliser, à le contrôler et surtout à ne plus faire de people pleasing, c'est-à-dire de constamment s'adapter au point de s'épuiser. Et j'ai même envie de dire, son excentricité serait même devenue quelque chose d'unique. Parce qu'elle ne serait plus biaisée par sa volonté de s'hyper-féminiser pour plaire à un certain type d'individu. Et attention, Jules resterait coquette, elle resterait très féminine. Mais elle ne serait plus uniquement dans cette case. Elle aurait plus d'amplitude pour s'exprimer physiquement. Et alors, au cinéma, ça ressemblerait à quoi? On pourrait la voir dans une école d'art, entourée de gens tout aussi excentriques qu'elle. Et là, pour la première fois, elle n'est plus unique dans sa différence. Et au contraire, elle se fond dans la masse. Alors certes, elle a dû apprendre à trouver sa place. Mais vu qu'elle ne faisait pas tâche, elle a soudainement eu une envie d'exister en profitant de sa marginalité et de son expérience singulière. Alors peut-être même que son art s'est transformé et aurait pu même devenir un peu plus monstrueux, moins parfait, moins esthétique. Avant, elle aurait cherché à plaire, à ce que ce soit parfait. Là, elle s'écarte petit à petit du perfectionnisme pour nous offrir quelque chose de vrai, de sincère et surtout d'imparfait. Un autre point pourrait être l'expression dans ses habits. Jules a toujours prêté énormément d'attention à comment elle s'habillait. Alors là, ce qui serait beau, ça serait de montrer qu'elle n'est plus bloquée dans des biais genrés, qu'elle alterne entre des jours où elle est hyper féminisée et d'autres où elle pourrait même jouer avec des vêtements plus amples, moins près du corps. Et cette liberté et volatilité pourrait même être un facteur qui pourrait faire qu'on la remarque professionnellement ou sur internet ou même personnellement. Parce que petit à petit, ce n'est plus un mélange des attentes des autres. Ça devient une expression originale en soi. Donc bref, on y verrait une plus grande diversité qui montrerait la liberté qu'elle a acquise par rapport à son corps. On pourrait voir ceci comme un travail quotidien lui permettant d'élargir son spectre pour mieux s'accepter elle-même. Autre point très spécifique à Jules, on pourrait la voir dans une relation amoureuse. Alors attention, je pense que là-dessus, il y aurait eu quelques petites progressions, mais qu'on n'y serait pas encore. Je pense qu'elle serait toujours dans ce truc de passion dès le début, mais vu qu'elle serait consciente de son attachement insécurisant, elle arriverait à mettre des stops. Elle arriverait sûrement à gérer ce qu'il se passe émotionnellement et ce qu'elle renvoie à l'autre. Parce qu'en mettant ses limites pour elle-même, c'est aussi un moyen d'apprendre à ne pas se donner trop vite et surtout à faire confiance trop vite. On pourrait la voir par exemple au début des relations se limiter en SMS et en rencontre pour pas qu'elle ne se perde encore une fois dans la relation. Et là, on arrive à mon moment préféré. Peut-être qu'elle a enfin trouvé sa tribu. Vous savez, des gens qui lui ressemblent, des gens à qui elle n'a pas besoin d'expliquer. Elle pourrait avoir déménagé dans une grande ville parce que Jules, on sent qu'elle a besoin de la ville. Et dans cette ville, elle pourrait avoir rejoint soit un bar, un groupe d'activistes ou une communauté queer qui le permettrait de pouvoir exister. Et surtout, de se faire entourer par des personnes qui la comprennent. Elle pourrait être excentrique, contradictoire, intense, hyper féminisée ou encore excentrique à en faire tourner les regards. Et personne ne lui demandera de s'expliquer. Pour la première fois, elle appartiendrait quelque part sans avoir besoin de se transformer pour exister. Et ça serait tellement beau. De ce fait, on ne voit pas quelqu'un qui a guéri. On voit quelqu'un qui a vraiment appris à se battre pour elle-même. Et surtout qui s'est donné les moyens d'avoir des outils pour aller mieux. Parce que maintenant, au lieu d'être concentrée sur la validation externe, elle est concentrée sur ce qui la touche, elle, sur ses valeurs, et qui elle a envie d'être à l'avenir. Mais bon, ça, c'est si elle fait le travail, parce que l'autre trajectoire, c'est pas la même histoire. Et si malheureusement elle n'avait rien fait, elle était restée dans l'attente de la validation et de la compréhension qu'ont les autres d'elle. Ça donnerait quoi dans 5 ans? Et c'est là que ça devient dangereux pour les profils comme Jules, parce qu'elle se dépasse et va encore plus loin de ce que l'on attend d'elle. Elle devient donc de plus en plus conforme et désirable. Et pire encore, dans un monde du numérique, elle se rend de plus en plus visible pour se sentir exister. Et attention, pas comme un moyen d'émancipation et de libération de l'image de soi. Non, comme une addiction à la validation et à la dopamine offerte par les comportements en ligne. Elle serait sûrement en train de travailler dans une industrie créative. Au début, ça serait elle et son univers qui la rendraient unique. Et petit à petit, on verrait quelque chose changer. Et transformer son art uniquement en produit rentable. Ses équipes l'adorent, mais peu à peu, on remarque que ce qu'il garde, c'est de plus en plus son image et de moins en moins ce qu'elle produit. Et alors là, malheureusement, elle laisse faire, parce qu'elle a quand même cette validation. Mais alors attention, même si parfois ça la dégoûte elle-même de rentrer dans ce jeu-là.
Alors pourquoi vous allez me dire? Parce que littéralement, cela valide ce que son cerveau lui a répété pendant toute sa vie. Qu'elle ne méritait pas d'exister au-delà qu'à travers son corps. Un autre moment très symbolique, ce serait un moment où elle arrive à s'exprimer avec une vulnérabilité rare avec ses nouveaux proches. Elle parlerait de quelque chose qui lui pèse, et la réception de ses proches, ce serait de l'invalidation. Il ne le ferait peut-être pas méchamment, mais déjà par une méconnaissance des sujets qu'elle traverse, et aussi par un biais auto-centré, parce qu'elle n'est pas si bien entourée que ça. Parce qu'au fond, ce qu'il dirait, c'est presque de la jalousie cachée en compliment. Non mais toi, t'es désirée par tout le monde, tu vas pas te plaindre. Non mais t'as vu comment t'es jolie, tout le monde s'arrache ton image, ça va, hein. Et alors là, elle se tairait. Parce qu'elle a passé l'âge d'expliquer à des adultes qu'utiliser son image et de n'être réduite qu'à ça, c'est dégradant. Et cela ne l'aide pas, hein. Cela fait qu'elle se replie et qu'elle se concentre encore plus sur ses pensées limitantes qu'elle a depuis des années. Autre chose, elle pourrait être chez elle, tard le soir, en train de scroller, et tout d'un coup, elle appuie sur le petit bouton plus. Se prend en photo, au début normalement, puis après en souriant, puis après en levant son t-shirt, très légèrement, pour faire laisser apparaître son nombril. Et là, on comprend qu'elle cherche la photo parfaite. Et alors là, elle se mettrait à poster, attendre, regarder les notifications, réactualiser, reposter en story, regarder les statistiques. Elle serait en boucle dessus. Et les statistiques deviendraient même une petite obsession silencieuse. Et le problème de ça, c'est que parfois, ça ne répond pas comme on veut. Et ça a aussi un impact sur elle. C'est que cette validation qu'elle cherche ailleurs, quand elle ne l'a pas, cela, encore une fois, lui confirme tout ce qu'elle a dans sa tête. Et elle commence à partir en boucle dans ses pensées. Et ça, petit à petit, ça la tire vers le bas. Ça la déprime, ça la ronge de l'intérieur. Car l'addiction aux statistiques, c'est perfide. Et ça joue littéralement avec votre dopamine, avec votre système de récompense et de validation, de la même manière qu'une drogue peut le faire. Ce n'est pas ça, hein, c'est même destructeur. Hein. Et pour rajouter à ça, elle ouvre même ses DM. Et alors dans ses DM, il y a de tout. Des gens qui s'ouvrent à elle et leur parlent de leur propre parcours avec le genre. D'autres encore qui lui disent à quel point elles sont belles. Et malheureusement, de plus en plus de commentaires sombres, horribles. Et de plus en plus de propositions qui viennent à ouvrir sa fenêtre d'Overton. Parce qu'au début, ça nous choque, puis après, ça se banalise, ce genre d'offre. Et c'est exactement l'objectif de ces personnes-là. D'attendre le moment où vous faiblissez et vous allez accepter leurs propositions. Et là, on ne passe plus par la validation, mais par l'achat de son corps. Et alors, pour finir, quand on la voit dans le quotidien, il y a quelque chose de troublant. Parce qu'on ne perçoit absolument pas ça. Non. Elle est rayonnante, elle est solaire, elle est agréable, elle est souriante. Alors forcément, on a l'impression que cette personne a tout. Elle est regardée, observée, désirée. Elle est gentille, agréable, magnifique. Que demander de plus? Mais Jules, c'est quelqu'un qui essaye de tout contrôler, qui essaye d'être parfaite. Mais elle n'a pas compris qu'on est parfait dans nos imperfections. Et que, d'ailleurs, on ne grandit que en regardant nos imperfections. Et il faut donc arrêter de les ignorer. Et attention, hein, quand je parle de contrôle, elle n'est absolument pas calculatrice comme Nate. Au contraire, elle est en quelque sorte un mélange entre la performance de Cassie et le contrôle de Nate. Mais tout ça là, tout ce qu'on vient de raconter là, ça nous a montré une chose, c'est que sa normalité n'est plus normale. Et qu'elle ne s'en est même pas rendue compte. Parce que quelque chose petit à petit a glissé. Et la perte du contrôle de son corps, que ce soit par elle-même ou par autrui, devient de plus en plus pernicieuse et dangereuse. Et c'est de ça dont elle doit principalement se protéger. Et attention, je vais être claire là-dessus. Elle n'a pas choisi ce parcours. Elle est devenue ce que la société a créé. Parce que quand on pousse les gens dans une certaine direction, mais qu'on ne leur donne jamais les outils pour s'en sortir, forcément, ils avancent vers là. Parce qu'entre ceux qui la voient comme une folle, les autres comme un objet sexuel, les autres comme un kink sympa, ou encore d'autres qui jalousent par sa désirabilité, il n'y a que très peu de personnes qui sont prêtes à l'accepter telle qu'elle est. Et ça, plus elle joue ce rôle, plus elle se retrouvera enfermée avec les gens qui ne lui conviennent pas. Donc c'est ça le vrai futur de Jules. Ce n'est ni une question d'identité, ni une question de validation. C'est est-ce qu'elle arrivera enfin à se construire sans dépendre du regard des autres, ou est-ce qu'elle continue à se perdre dedans au point de se perdre elle-même. Et alors là, je m'adresse à toi. Si tu as construit ta valeur sur ce que les autres pensent de toi, je t'en supplie, sors de là. N'attends pas que ça te coûte ta propre vie. N'attends pas de ne plus savoir qui tu es, de tellement t'être adapté aux autres, que le moment où tu voudras revenir à toi, tu ne retrouveras plus qu'une coquille vide. Et se reconstruire à partir d'une coquille vide, c'est beaucoup plus compliqué
que de se reconstruire à partir de quelques restes. Parce que oui, tu as de la valeur. Parce que oui, la société va te pousser à te faire croire que tu n'en as pas. Parce que c'est un meilleur moyen pour pouvoir abuser de toi, te contrôler, ou tout simplement se servir de toi pour leurs propres bénéfices. Alors je t'en supplie, n'attends plus que les autres te regardent, te valident ou t'aiment. Choisis-toi toi-même, parce que personne d'autre ne pourra le faire d'une manière plus libératrice que toi-même. Parce que malheureusement ou heureusement, ta différence sera toujours là. Et autant que cela devienne une force qu'un défaut, autant que tu apprennes à vivre avec, à en profiter et à t'organiser autour de cette dernière, plutôt qu'à essayer de le cacher. Parce qu'en faisant ça, tu essayes de cacher une partie de toi. Et cette partie de toi, elle est belle. On est beau dans nos imperfections, on est beau dans nos différences. Et une dernière chose, demander de l'aide, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Et au contraire, tu iras 10 fois plus vite avec la bonne aide et les bons outils que tout seul face à ton ordi. Donc prends soin de toi. Alors, je le rappelle encore une fois, mais ce type de série nous montre comment souffrir, mais pas comment s'en sortir. Alors si vous vous reconnaissez un tant soit peu dans un ou plusieurs de ces personnages, s'il vous plaît, servez-vous-en comme point de départ pour vous aider. Parce qu'on vous dira toujours de vous concentrer sur votre travail, vos études, oh mon Dieu, votre amitié, votre famille. Et vous alors? Pourquoi on passe plus de temps à réfléchir aux conséquences que nos actions peuvent avoir sur notre patron que c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes désirs? C'est quoi mes besoins à moi? C'est quoi mes limites? Toutes ces questions-là, elles sont importantes. Et prendre 1 heure par semaine pour réfléchir à vous, c'est important. Parce que la société vous dira tout autre de ce discours. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, vous dira ça toute votre vie. Prenez le temps pour vous. C'est le seul moyen d'avancer. Je n'ai pas d'accord sur certains aspects. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que le but est de créer un dialogue sur la santé mentale. Bon alors merci d'avoir regardé cette vidéo pour retrouver les fiches psy et les autres personnages sur ma chaîne, et surtout nous rejoindre sur Twitch pour les analyses et les reacts le lundi. Hâte de vous retrouver, encore merci pour vos retours et à très vite.